Bienvenue sur notre chaîne Murmure de minuit. Ici, ce sera votre portail vers l'inconnu. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos histoires terrifiantes. Que votre voyage soit rempli de frissons. Je me souviens bien de la raison qui m'a conduit à Lyon. Je voulais une vie plus tranquille, loin du chaos de Paris et de la concurrence étouffante qui accompagnait mon travail d'architecte. Je venais de décrocher un projet décent dans la ville, et j'ai décidé qu'il était temps de recommencer, de trouver une nouvelle perspective. L'immeuble où j'ai loué mon appartement était vieux mais charmant, avec une façade en pierre usée par le temps. Quelque chose dans cet endroit m'attirait, comme si les murs contenaient des histoires, des secrets que le temps essayait d'effacer. La première semaine a été relativement calme, mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui n'avait pas de sens. La nuit, chaque fois que le silence tombait, j'entendais des battements doux, des grincements et le bruit indubitable de quelque chose qui s'insinuait. Cela semblait venir de l'appartement d'à côté, bien que je n'ai jamais vu personne y entrer ou en sortir. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, me convainquant qu'il ne s'agissait que de bruits normaux provenant d'un vieux bâtiment. Mais au fil des jours, les sons devenaient plus intenses. C'était comme si quelqu'un essayait, d'une manière ou d'une autre, d'attirer mon attention. Fatigué des nuits blanches, j'ai décidé de frapper à la porte de l'appartement d'à côté. J'ai attendu un moment, mais personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, plus fort, mais le silence était absolu. Le sentiment de quelque chose d'étrange commença à me troubler. J'ai décidé de demander à la gérante, une femme âgée qui était toujours à la fenêtre, observant les mouvements de l'immeuble comme un faucon. « Savez-vous qui habite dans l'appartement à côté du mien ? Les bruits de la nuit me rendent fou, dis-je, avec un sourire forcé, essayant de maintenir un ton décontracté. Elle m'a regardé avec une expression dure et a simplement dit « Laisse tomber, mon garçon. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez savoir. » Et il ferma la fenêtre. Cette réponse n'a fait qu'attiser ma curiosité. J'ai commencé à demander à d'autres voisins, mais ils semblaient tous esquiver le sujet. C'était comme s'il y avait un pacte de silence sur cet appartement. Cela m'a profondément dérangé. Cela n'avait pas de sens que personne ne veuille parler de quelque chose d'aussi simple. C'est alors que, lors d'une nuit d'orage particulièrement violente, les bruits provenant de l'appartement voisin sont devenus insupportables. Il y avait un battement plus fort, comme si quelque chose ou quelqu'un était piégé, essayant désespérément de sortir. Ma tête martelait, mon corps se crispait, et j'ai décidé que je découvrirais une fois pour toutes ce qui se passait là-bas. En fouillant dans les archives de la mairie, j'ai découvert que l'appartement appartenait à une dame âgée, Madame Dubois, qui, semble-t-il, n'avait pas été vue depuis des mois. Plus je cherchais des informations, plus cela devenait troublant. Ils ont dit qu'elle était excentrique, qu'elle pratiquait des rituels étranges, qu'elle avait des objets ésotériques dans l'appartement et que sa santé mentale s'était détériorée ces dernières années. Les lettres que j'ai trouvées, échangées entre elle et un parent éloigné, étaient pleines de phrases décousues et de symbologies étranges. Apparemment, Madame Dubois croyait qu'elle était hantée par quelque chose ou quelqu'un. Et bien que les lettres soient de plus en plus délirantes, il y avait une cohérence troublante dans les descriptions des sons et des choses qu'elle disait avoir vues sur les murs de son appartement. Tout était là, juste devant moi, mais je ne savais toujours pas quoi faire de cette information. Tout cela semblait fou, hors de toute logique. Mais ensuite, lors d'une de ces nuits, les bruits sont redevenus insupportables. Et cette fois, je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. C'était comme si quelque chose exigeait mon attention, me forçant à faire quelque chose à ce sujet. J'ai utilisé une clé que j'ai trouvée cachée dans le sous-sol, ainsi que de vieux objets de Madame Dubois. Je suis entré dans l'appartement. L'air à l'intérieur était lourd. Une odeur âcre de moisissure et de pourriture semblait avoir imprégné chaque mur, chaque meuble. Tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis longtemps. Mais le plus troublant étaient les marques récentes sur le sol et les murs. Il y avait des traînées,
des empreintes digitales dans la poussière, comme si quelqu'un ou quelque chose était venu y aller récemment. Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce qui se passait dans cet appartement? J'ai commencé à fouiller dans tous les coins jusqu'à ce que je trouve, derrière un vieux placard, un compartiment secret dans le mur. Il était étroit, presque imperceptible, et j'ai dû me forcer à l'ouvrir. Quand je l'ai finalement eu, ce que j'ai vu m'a fait tourner l'estomac. À l'intérieur, il y avait des os. De petits fragments, comme si des parties du corps de quelqu'un y avaient été cachées. À côté des ossements, il y avait des amulettes, des bougies et une lettre manuscrite d'une écriture presque illisible. La lettre parlait d'un rituel de libération et mentionnait quelque chose sur l'esprit de la femme coincée dans les murs. Soudain, l'air de l'appartement est devenu plus froid, presque suffocant. J'ai senti une présence, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui était là. L'appartement a commencé à changer, comme si les murs se refermaient autour de moi. Chaque partie de mon corps me disait de courir, mais je ne pouvais pas bouger. C'était comme si l'énergie du lieu me retenait. C'est alors que j'ai réalisé, les sons, les beats, tout ce que j'écoutais depuis des semaines. Ce n'était pas seulement le vieux bâtiment grinçant, c'était quelque chose de plus. Quelque chose qui essayait de sortir. L'esprit de Madame Dubois, ou ce qu'il en restait, était toujours là, emprisonné, réclamant la liberté. Mais en même temps, je savais qu'elle ne voulait pas seulement se libérer, elle voulait emmener quelqu'un avec elle. J'étais terrifié, mais la lettre mentionnait un rituel de libération. Dans un acte désespéré, j'ai allumé l'une des bougies et j'ai commencé à murmurer les mots écrits sur la lettre. L'air s'est densifié, les bruits autour de moi se sont multipliés, comme si tout est sur le point de s'effondrer. Puis, soudain, tout s'est arrêté. Le silence tomba comme une pierre. La présence s'est dissipée, mais elle a laissé quelque chose en moi. J'ai quitté cet appartement aussi vite que j'ai pu. J'ai déménagé de Lyon le lendemain, sans parler à personne. Depuis, je n'ai plus jamais abordé le sujet. Le traumatisme de ce lieu me hante encore aujourd'hui, et même loin, je ressens encore de temps en temps le froid des murs de cet appartement. Comme si, d'une manière ou d'une autre, cette présence ne m'avait jamais quitté. J'avais 35 ans, une vie stable mais trop routinière. Je m'appelle Jonas et j'ai enseigné l'histoire dans un lycée à Hambourg, la même école depuis près de 10 ans. J'ai toujours admiré le rythme de l'histoire, les changements et les révolutions qui ont transformé le monde au fil des siècles. Mais dans ma vie, rien n'a jamais changé. Je me réveillais à 6 heures, je buvais un café qui avait toujours le même goût. Je prenais le métro bondé et je donnais mes cours. À la fin de la journée, je retournais dans mon modeste appartement au 3e étage d'un immeuble trop calme. Pour une personne qui a toujours étudié les grands changements de l'humanité, ma propre vie semblait statique. La monotonie n'a été rompue que par mes voisins, Clara et Peter. Un jeune couple d'une trentaine d'années, plein d'énergie et semble-t-il amoureux. Je les voyais toujours sortir ensemble, rire de quelque chose, partager une vie qui semblait appartenir à une autre réalité, une réalité où la routine n'était pas une prison. Ils représentaient ce que j'avais toujours voulu, une vie pleine de buts, d'excitation et de cette étincelle que je n'avais jamais eue. Cependant, quelque chose a changé il y a quelques semaines. J'ai commencé à entendre des bruits étranges tout au long de la nuit, des cris étouffés, comme si quelqu'un essayait de se contenir ou d'être retenu. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, peut-être un bruit lointain provenant d'un autre appartement. Mais les nuits passaient, et les cris continuaient, provenant toujours du même endroit, le sous-sol du couple à côté. Ce qui a commencé comme de la curiosité s'est rapidement transformé en obsession. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'étais pas sûr de ce que cela pouvait être. Les quelques fois où j'ai interagi avec Clara et Peter, ils semblaient trop parfaits, comme s'ils cachaient quelque chose derrière des sourires répétés au millimètre près. J'ai décidé que je devais m'approcher, observer de plus près. J'ai commencé à entamer de petites conversations dans le couloir, des salutations plus longues, des questions informelles. Bientôt, Clara m'a invité à dîner avec eux. J'ai pensé que c'était peut-être ma chance de découvrir ce qui se passait là-bas.
Au dîner, tout semblait normal, même un peu artificiel. Clara et Peter parlaient de voyages et de projets futurs avec une légèreté qui me dérangeait. Mais au cours de quelques échanges de regards, quelque chose a attiré mon attention. Une tension subtile, un silence troublant dans les pauses entre une histoire et une autre. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais toujours pas quoi. C'est par une nuit pluvieuse, alors qu'ils sont partis tous les deux pour ce qui semblait être un autre week-end, que j'ai décidé d'agir. Avec mon cœur qui battait la chamade et le sentiment croissant que cela pourrait être la plus grande erreur de ma vie, j'ai enfoncé la porte du sous-sol. Le sentiment d'envahir cet espace, ce territoire interdit, était indescriptible. L'adrénaline était mélangée à la peur et à l'excitation de l'inconnu. Ce que j'y ai trouvé m'a laissé sans voix. L'endroit était beaucoup plus organisé que je ne l'imaginais. Il ne s'agissait pas d'un simple sous-sol de stockage. Des tables en acier inoxydable, des instruments médicaux, des flacons en verre contenant des substances que je n'arrivais pas à identifier. Il y avait des dossiers de personnes, des comptes rendus détaillés d'expériences impliquant des chirurgies et des procédures invasives, des notes méticuleuses sur les effets sur différents corps. Des photos, beaucoup de photos, de personnes qui ne faisaient pas partie d'un cercle social ordinaire. Et le plus choquant, un fauteuil chirurgical au centre, taché de quelque chose qui ressemblait à du sang séché. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous moi. Clara et Peter étaient impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Ils n'étaient pas seulement des voisins ordinaires avec une vie parfaite. Ils étaient, d'une certaine manière, liés à des expériences médicales illégales, et selon toutes les indications, ils étaient bons dans ce domaine. Assez bons pour tout cacher si soigneusement. Je suis sorti de là aussi vite que j'ai pu, tremblant, incapable de penser clairement. Sur le chemin du retour à mon appartement, je pouvais à peine respirer. Que ferais-je de ces informations? Le signaler à la police? Mais il n'y avait pas de preuves claires, et qui me croirait? J'ai décidé de les affronter. C'était une décision stupide et impulsive, mais mon esprit ne fonctionnait pas correctement. Quand Clara et Peter sont revenus ce soir-là, j'ai frappé à leur porte. La conversation fut rapide, tendue. J'ai demandé directement ce que j'avais vu. Peter a souri d'un sourire froid, et Clara m'a regardé avec dédain. Ils ont tout nié comme si c'était de la folie de ma part. Tu dois imaginer des choses, Jonas. Peut-être que je travaille trop dur. Je suis rentré chez moi, mais je n'arrivais pas à dormir. Leurs mots ont résonné dans mon esprit, ainsi que le sourire glacial de Peter. Et c'est là que c'est arrivé. Au milieu de la nuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. Avant que je puisse réagir, ma porte a été défoncée. Peter et Clara sont entrés dans mon appartement comme si c'était le leur, m'ont immobilisé avec une efficacité effrayante. J'ai ressenti une douleur aiguë dans mes côtes lorsque Peter a marmonné quelque chose dans mon oreille. Tu aurais dû laisser tomber. Ils ne sont pas restés longtemps. Clara a été directe. Vous oublierez ce que vous avez vu. Nous avons des amis dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a pas d'endroit sûr où tu peux te cacher. Ils sont partis, me laissant ensanglanté et hébété sur le sol du salon. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Je savais qu'ils avaient raison. Qui me croirait? Un professeur d'histoire solitaire contre un couple apparemment parfait, avec des contacts qui pourraient tout balayer sous le tapis. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai quitté Hambourg. Je n'en ai parlé à personne, il n'y avait personne à qui le dire. Mais le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. À chaque nouvelle ville que j'essayais d'établir, il y avait toujours quelque chose. Une enveloppe anonyme avec des photos de moi marchant dans la rue, des messages provenant de numéros inconnus qui ne contenaient rien d'autre qu'un simple « Souvenez-vous de ce que nous avons dit ». Il y en avait partout, du moins c'est ce que je croyais. Je ne me suis plus jamais senti en sécurité. Ma vie est devenue une évasion constante. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de courir, mais je suis sûr d'une chose. L'histoire que Clara et Peter construisent, une vie de perfection et de normalité, n'est que la surface de quelque chose de beaucoup plus pourri et sombre. Je vivais dans la maison de ville depuis près de 2 ans.
une résidence tranquille typique de Montréal. Le quartier était calme, le genre d'endroit où les gens se saluaient mais ne posaient pas de questions. Pour moi, qui travaillais à domicile en tant que graphiste, c'était parfait. Le silence, l'intimité, juste ce dont j'avais besoin pour créer et garder ma santé mentale intacte. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon voisin Pierre vivait à côté avant mon arrivée. Il était sourd-muet, ce que j'ai appris de la dame qui habitait au bout de la rue. Je n'ai jamais beaucoup interagi avec lui, sauf pour le saluer ou lui sourire poliment lorsque nous nous croisions dans le jardin. Il semblait seul, mais il ne m'a jamais causé de problème jusqu'à ce que ces nuits commencent. La première fois que j'ai entendu le son, j'étais allongé dans mon lit, presque endormi. C'était un bruit étouffé, comme si quelque chose était traîné sur le sol. Mon esprit s'accrochait à la rationalité. C'était une ville. Il y avait toujours le bruit d'une voiture au loin, peut-être quelqu'un qui fouillait dans les ordures. J'ai décidé de ne plus y penser. Mais les nuits suivantes rendirent l'ignorance impossible. Le son est revenu, toujours au milieu de la nuit, toujours le même. Traîné de quelque chose de lourd, suivi d'une légère secousse des outils. Ça ne sonnait pas comme un bruit mécanique, comme une machine. C'était plus organique, sale. Mes nerfs ont commencé à lâcher. Je savais que Pierre était sourd, alors pourquoi ces bruits provenaient-ils toujours de son jardin? Un matin, je n'ai pas pu me contenir. J'ai enfilé un manteau, je suis descendu à la fenêtre du salon et j'ai regardé dehors. La rue était déserte, éclairée seulement par les faibles lampadaires, mais dans le jardin de Pierre, ce que j'ai vu m'a glacé la colonne vertébrale. Il était là, dans le noir, en train de creuser frénétiquement un trou. Ses mains se déplaçaient rapidement, sales de terre, et à côté de lui se trouvait un grand sac lourd. Le genre de sac qu'il ne faut pas bouger à cette heure de la nuit. J'ai regardé en silence, incapable de comprendre ce qui se passait. Les jours qui ont suivi ont été tendus. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais mon esprit était toujours dans la cour d'à côté. Le jour, Pierre était le même homme discret, s'occupant du jardin apparemment inoffensif. Mais la nuit, quelque chose a changé. Les fouilles se sont poursuivies, toujours les sacs, toujours le bruit de quelque chose qui est enterré. C'était troublant et j'ai commencé à avoir peur. Mais comment faire face à quelqu'un qui n'entend pas vos questions, qui ne peut pas répondre aux accusations? J'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai essayé de lui parler un jour, en lui apportant une tasse de café et en inventant une excuse banale sur le jardinage. Il s'est contenté de sourire, secouant la tête, ne comprenant manifestement pas ma tentative de conversation. Il m'a fait signe du jardin comme s'il était fier, et je me suis forcé à sourire. Il était doué avec les plantes, c'était indéniable. Mais était-ce tout? C'est alors que j'ai commencé à chercher des informations sur lui. Il n'y avait pas grand-chose, pas d'histoire pertinente, pas de casier judiciaire, juste un homme seul qui vivait tranquillement. La seule chose étrange était qu'il ne semblait pas avoir de travail ni de visiteurs. Comment subvenait-il à ses besoins? Mon malaise n'a fait qu'augmenter et les nuits blanches sont devenues une routine. J'étais obsédé par les sons, les fouilles, les sacs. Par une nuit particulièrement froide, j'ai décidé de m'approcher. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin quand j'ai su qu'il serait dans le jardin. Je suis parti tranquillement, pieds nus, me dirigeant lentement vers le mur qui séparait nos cours. L'odeur a été la première chose qui m'a frappé. C'était fort, putride, le genre d'odeur qu'on n'oublie pas. J'avais la nausée, mais j'ai continué. En regardant par-dessus le mur, j'y ai revu Pierre, mais cette fois-ci, il y avait autre chose. Un trou fraîchement creusé avec des restes en vue. Quelque chose qui ne ressemblait certainement pas à de la terre. La peur m'a envahi avec une force brutale. Je suis rentré en courant et les mains tremblantes, j'ai appelé la police. J'ai rapporté ce que j'ai vu, l'odeur, les activités nocturnes. Ils sont arrivés rapidement. 2 véhicules se sont arrêtés devant la maison, les feux clignotants. Pierre part calmement à la rencontre des officiers qui le confrontent au sujet des fouilles. J'ai regardé par la fenêtre, un sentiment d'effroi grandissant dans ma poitrine. Il savait ce qui allait arriver, ou il croyait le savoir. Après avoir parlé pendant quelques minutes, les agents ont inspecté la cour. L'un des officiers s'agenouilla près des trous.
J'espérais qu'on découvrirait quelque chose d'horrible, quelque chose qui expliquerait enfin l'horreur que je ressentais depuis des semaines. Mais quand le policier s'est levé, j'ai entendu Pierre gesticuler frénétiquement. Il a affirmé que les corps dans la cour arrière étaient des animaux morts. Les chats, a-t-il expliqué dans des pancartes, enterraient les corps des animaux qu'ils trouvaient dans la rue. Une pratique courante, a-t-il dit, pour garder le quartier propre. Et l'odeur? Les agents n'ont trouvé que des restes de petits animaux. Ils sont partis et je suis resté, seul, terrifié. Maintenant, je connaissais la vérité, mais personne ne me croyait. Pour eux, j'étais juste un voisin hystérique, réagissant de manière excessive à cause de quelques chats morts. Mais je le savais. Ils savaient que ces trous ne cachaient pas que des animaux. Je savais que quelque chose de beaucoup plus sombre était enfoui là, juste sous mon nez. Pierre est retourné à sa routine comme si de rien n'était, mais pour moi, tout avait changé. Je ne dormais plus. Il passait ses nuits à veiller, à attendre le prochain bruit, la prochaine fouille, le prochain sac. Chaque jour qui passait, je sentais que j'étais plus proche d'une terrible vérité. J'ai commencé à éviter de quitter la maison, seulement si nécessaire. Et même alors, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine chaque fois que je voyais Pierre de l'autre côté du mur. Je vivais dans un état d'alerte constant, sachant que le tueur était là, à quelques mètres de moi, et que personne ne ferait quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, ma maison, mon refuge, était devenue une prison. J'étais prisonnière de la peur, vivant à côté d'un homme qui souriait le jour et creusait la nuit. Et même si personne ne me croyait, je savais qu'il attendait juste le bon moment pour enterrer quelque chose de plus grand. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que cette lumière est apparue pour la première fois. C'était une de ces nuits d'automne où le ciel de Tokyo semblait refléter la luminosité incessante de la ville. Mais dans l'appartement d'à côté, la lumière ne s'éteignait jamais. Au début, j'ai pensé que c'était juste une ampoule oubliée, un résident qui s'est endormi ou est allé travailler sans s'éteindre. Mais au fil des semaines, et que je me suis retrouvé, une fois de plus, assise sur le canapé, les rideaux entr'ouverts, je me suis rendu compte que cette lumière n'était pas ordinaire. Il faisait froid, constant, sans cligner des yeux. Et la maison d'à côté, silencieux. Il n'y avait pas de voix, pas de bruit de pas, pas même le bourdonnement des appareils électroniques. Je m'appelle Kenji. J'ai 40 ans et je travaille dans une usine d'électronique dans le district de Minato. Ou plutôt, il a travaillé, parce qu'après cette lumière, eh bien, je ne travaille plus. Mais tout a commencé bien avant la panne d'électricité, avant que ma santé mentale ne se perde dans un cycle de paranoïa et de solitude. Pendant des années, ma vie a été une répétition sans fin. Me réveiller, travailler, rentrer à la maison. Mes interactions sociales étaient minimales, limitées à mes collègues et aux rares fois où je m'aventurais à parler à la femme au dépanneur. Peut-être était-ce la monotonie de ma vie qui m'a fait me concentrer autant sur cette lumière. J'avais besoin de quelque chose pour me distraire, quelque chose pour combler le vide grandissant en moi. Et cette lumière semblait crier pour attirer mon attention. J'ai commencé à passer des heures à regarder par la fenêtre, à regarder l'appartement d'à côté. Il n'y avait pas de mouvement, personne n'est entré ni sorti. J'ai discrètement demandé aux voisins ce qu'il en était de la maison, mais personne ne semblait savoir qui vivait là. Peut-être qu'il a bougé, ont-ils dit, ou peut-être qu'il n'a jamais été là. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Comment quelqu'un pourrait-il vivre avec une lumière allumée tout le temps? Comment personne ne pourrait-il s'en soucier? Les semaines sont devenues un flou de nuits blanches. J'ai senti la lumière comme un poids dans mon esprit. Même avec les rideaux tirés, je savais qu'elle était là, rayonnant d'une présence presque maléfique. Et là, j'ai commencé à sentir comme s'il était observé. Un frisson constant me parcourait l'échine quand j'étais à la maison. Le sentiment était plus fort quand je regardais la lumière, comme si quelque chose ou quelqu'un était là, me regardant en retour. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Je suis allé dans l'immeuble voisin, j'ai sonné. Pas de réponse. J'ai regardé par la fente de la porte, mais elle était verrouillée. J'ai frappé encore et encore, jusqu'à ce qu'un des voisins me regarde avec méfiance, comme si j'étais l'étranger.
mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne m'a jamais quitté. C'est alors que la panne d'électricité a frappé Tokyo. Par une nuit chaude et humide, les rues étaient plongées dans l'obscurité. Sans électricité, les bâtiments ressemblaient à des fantômes géants, et la ville normalement dynamique est devenue agitée. J'ai regardé par la fenêtre, espérant enfin voir l'obscurité dans l'appartement d'à côté. Mais à ma grande surprise et à ma grande horreur, la lumière était toujours allumée, inébranlable, impossible. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Avec la ville plongée dans l'obscurité, personne ne remarquerait si j'entrais dans l'appartement. J'ai attrapé une lampe de poche et le cœur battant, je me suis approché de la porte du voisin. Cette fois, la porte était entr'ouverte. Le silence à l'intérieur de l'appartement était oppressant, l'air lourd, avec une odeur que je ne pouvais pas identifier, mais qui me donnait la nausée. Entrez. La lumière, provenant d'une petite lampe au plafond, éclairait l'environnement d'une manière non naturelle. Les ombres ne semblaient pas bouger à mesure que je m'approchais, comme si la lumière figeait le temps. L'appartement était couvert de poussière, comme si personne n'y était allé depuis des mois. Au centre de la pièce, un corps. Un homme allongé sur le sol, sans aucun signe de vie. Son visage était pâle, ses yeux s'ouvraient dans une expression de terreur. L'odeur, maintenant plus forte, indiquait qu'il était là depuis longtemps, mais ce qui me dérangeait n'était pas le corps, mais la lumière. Elle brillait directement sur lui, pulsant presque imperceptiblement. Mon esprit a paniqué. J'essayais de sortir, mais la porte qui était entr'ouverte semblait maintenant fermée. L'appartement a commencé à se transformer. Les murs semblaient se refermer autour de moi. L'air devenait suffocant, et la foutue lumière devenait de plus en plus brillante, comme si elle était vivante, comme si elle m'absorbait. Je suis tombé à genoux, me sentant faible. La lumière semblait consumer ma vision, mon esprit. Et puis, les visions ont commencé. Des images de mon passé, des souvenirs que j'avais enfouis il y a longtemps, sont remontés à la surface. Mon enfance solitaire, les abus, le sentiment d'abandon, chaque traumatisme, chaque douleur, revécu avec une clarté écrasante. La lumière brillait de plus en plus, devenant une entité à part entière, me forçant à affronter tout ce que j'avais essayé d'oublier. J'ai crié, mais le son n'est pas sorti. J'ai couru, mais mes pieds ne bougeaient pas. Il était en prison. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Tout est devenu flou. Je me souviens juste d'avoir couru dans le couloir, trébuchant dans l'ombre, jusqu'à ce que je tombe enfin dehors. L'air frais de la nuit me frappa comme un coup de poing et je respirais désespérément. Quand j'ai regardé en arrière, l'appartement était sombre. La lumière avait disparu, ainsi que le cadavre. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais la marque de cette expérience ne m'a jamais quitté. Depuis, j'ai évité toute forme de lumière. Je vis dans l'obscurité constante, coupé du monde. J'ai quitté mon boulot, je ne parle plus à personne. Les nuits sont les pires. Chaque petit rayon de lumière qui entre par la fenêtre fait battre mon cœur, me rappelant ce que j'ai vu cette nuit-là. Je sens que quelque chose me suit, une ombre que je ne peux jamais voir complètement, mais qui est toujours là, tapie. Le surnaturel m'a marqué, j'en suis sûr. Et maintenant, je vis comme un fantôme dans l'obscurité, attendant le moment où la lumière reviendra pour me consumer complètement. La vie, comme je l'ai appris, n'est pas une suite logique d'événements avec des solutions claires et des fins heureuses. C'est un chaos continu, et parfois, le monstre que vous craignez n'est pas devant votre porte, mais est déjà à l'intérieur, en train de regarder. Je m'appelle Sarah, et jusqu'à récemment, je croyais que je pouvais contrôler les dommages que la vie m'infligeait. Un divorce est douloureux, mais il ne doit pas détruire votre essence. Du moins, c'est ce que je me suis dit en essayant de reconstruire ma vie. Ma fille, Émilie, âgée de 6 ans, était ma priorité. La maison que nous avons louée dans la banlieue californienne était modeste, parfaite pour un nouveau départ. Le quartier était calme, silencieux, comme si le temps y passait plus lentement. Mais c'est peut-être ce qui m'a dérangé. Les fenêtres semblaient toujours refléter plus que le monde extérieur. Il y avait quelque chose d'oppressant dans ce silence, mais je l'ai ignoré. J'ai dû m'adapter. La maison d'à côté était inoccupée.
Personne ne l'a mentionné, et le seul signe de son existence était une boîte aux lettres avec un nom délavé que je n'ai jamais pu lire entièrement. Parfois, en arrosant les plantes dans la cour, je croyais voir des ombres se déplacer derrière les rideaux, mais on me disait toujours que c'était le reflet du soleil ou mon propre esprit qui me jouait des tours. Les premières semaines ont été normales. J'ai organisé ma routine, déposé Émilie à l'école et essayé de trouver un peu de paix dans la solitude. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à se produire. Des objets dans ma maison, que j'étais sûr d'avoir laissés d'une certaine manière, sont apparus à différents endroits. Rien de grand, juste une chaise qui a un peu bougé, une fenêtre que je savais fermer, mais qui s'est soudainement ouverte. Des choses faciles à expliquer, peut-être le résultat de la fatigue. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le premier trou. Un petit point sur le mur du couloir qui séparait le salon de la chambre d'Émilie. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une imperfection dans le plâtre, mais en m'approchant, il m'a semblé délibéré, comme si quelqu'un y avait foré soigneusement, créant une ouverture de la bonne taille pour observer sans se faire remarquer. Je me sentais ridicule de penser cela, mais je ne pouvais pas ignorer le frisson dans ma colonne vertébrale que la découverte a causé. Au fil des jours, j'ai remarqué d'autres trous, tout minuscules, discrets, éparpillés dans la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, même dans la chambre d'Émilie. C'était comme si la maison était pleine d'yeux, observant chacun de mes mouvements. J'ai essayé de me convaincre que c'était une pure coïncidence, peut-être des défauts de construction, mais le malaise grandissait. J'ai parlé à quelques voisins, discrètement, en essayant de ne pas paraître paranoïaque. C'est une conversation informelle avec la dame d'à côté, la vieille femme curieuse typique qui savait tout dans le quartier, qui m'a donné le premier indice que quelque chose n'allait pas. Elle a mentionné en passant que la maison voisine avait été occupée par un homme étrange et solitaire qui a disparu sans laisser de traces. Mais avant de disparaître, la rumeur courait qu'il avait la sinistre habitude d'installer des caméras secrètes pour observer les locataires précédents. La police a même enquêté sur lui, mais n'a jamais rien trouvé de concret. C'était le genre d'histoire que n'importe qui considérerait comme des ragots de quartier. Mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait m'a fait hésiter. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer l'homme toujours à l'intérieur de cette maison, attendant, regardant. Je me suis convaincu que je devais enquêter par moi-même. Puis une nuit, alors que j'endormais Émilie, j'ai vu quelque chose qui a transformé mon malaise en terreur. Dans un coin de la pièce, là où le mur semblait rejoindre le sol, quelque chose brillait faiblement sous la faible lumière de l'abat-jour. Un reflet métallique. Je me suis agenouillé et les mains tremblantes, j'ai enlevé une fine couche de poussière pour révéler un minuscule appareil photo bien caché. Mon cœur s'est presque arrêté. Je ne pouvais pas respirer. Comment quelqu'un aurait-il pu mettre cela là? Il est impossible que je ne l'ai pas remarqué auparavant. Je me suis levé, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres de la maison, la panique m'envahissant. Mais la question qui me trottait à l'esprit était la suivante. Qui me regardait? La réponse est arrivée plus vite que prévu. J'ai commencé à remarquer des bruits la nuit, des bruits faibles, presque imperceptibles, comme des pas qui résonnent à l'intérieur des murs. Le sentiment d'être observé est devenu insupportable. J'ai attrapé un morceau de bois et dans un élan de désespoir, je me suis écrasé contre le mur, essayant de trouver une trace de celui qui me regardait. C'est alors que je l'ai entendu. Pas un écho, mais le bruit de quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge à l'intérieur des murs. Un souffle. J'ai couru vers l'arrière-cour, essayant de voir si la maison d'à côté montrait des signes d'occupation. C'est alors que j'ai remarqué la fenêtre du grenier ouverte, et pendant une brève seconde, je jure avoir vu une ombre humaine se déplacer à l'intérieur. L'homme n'avait pas quitté la maison, il n'y était jamais allé. Il vivait à l'intérieur des murs, veillant sur nous. J'ai décidé d'agir. J'ai emmené Émilie chez un ami, et quand je suis revenu, je suis allé chez le voisin, déterminé à le confronter. La porte était déverrouillée, comme si elle m'attendait. En entrant, j'ai été accueilli par une odeur d'humidité et de moisie, l'air lourd et suffocant. La maison ressemblait à un mausolée,
avec des meubles couverts de poussière, comme si personne n'avait touché à quoi que ce soit depuis des années. Mais les couloirs étaient étroits, tortueux, et c'est là que j'ai trouvé les passages. Entre les murs se cachaient des couloirs, assez larges pour qu'un homme puisse s'y faufiler et observer chaque pièce de ma maison. Les petits trous s'alignaient parfaitement avec les trous que j'avais trouvés. Il était là, tout le temps, à guetter chaque mouvement, chaque conversation, chaque moment privé. Mais il n'était plus là. L'espace était vide, à l'exception de traces de sa présence. Des restes de nourriture, un lit de fortune, un appareil photo. Mon estomac s'est retourné. Il avait été si proche de nous, et nous ne nous en rendons même pas compte. Je n'ai pas attendu pour en savoir plus. Je suis sorti en courant, j'ai pris Émilie et je ne suis jamais revenu. Nous avons eu un nouvel endroit, loin de ce quartier. Mais même avec la distance, le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. Maintenant, dans chaque reflet d'une fenêtre, dans chaque coin d'une pièce, dans chaque espace entre les murs, je vois quelque chose ou quelqu'un qui regarde. Je ne sais pas si je suis paranoïaque ou s'il est toujours là, quelque part, à me regarder à nouveau. Mais la vérité, c'est que je ne me sentirai plus jamais en sécurité, ni chez moi, ni en public. Il a détruit ma confiance, et maintenant, peu importe où j'irai, je serai toujours à l'affût de voir cette paire d'yeux invisibles qui me suivent. Je me souviens bien de la raison qui m'a conduit à Lyon. Je voulais une vie plus tranquille, loin du chaos de Paris et de la concurrence étouffante qui accompagnait mon travail d'architecte. Je venais de décrocher un projet décent dans la ville, et j'ai décidé qu'il était temps de recommencer, de trouver une nouvelle perspective. L'immeuble où j'ai loué mon appartement était vieux mais charmant, avec une façade en pierre usée par le temps. Quelque chose dans cet endroit m'attirait, comme si les murs contenaient des histoires, des secrets que le temps essayait d'effacer. La première semaine a été relativement calme, mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui n'avait pas de sens. La nuit, chaque fois que le silence tombait, j'entendais des battements doux, des grincements et le bruit indubitable de quelque chose qui s'insinuait. Cela semblait venir de l'appartement d'à côté, bien que je n'ai jamais vu personne y entrer ou en sortir. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, me convainquant qu'il ne s'agissait que de bruits normaux provenant d'un vieux bâtiment. Mais au fil des jours, les sons devenaient plus intenses. C'était comme si quelqu'un essayait, d'une manière ou d'une autre, d'attirer mon attention. Fatigué des nuits blanches, j'ai décidé de frapper à la porte de l'appartement d'à côté. J'ai attendu un moment, mais personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau, plus fort, mais le silence était absolu. Le sentiment de quelque chose d'étrange commença à me troubler. J'ai décidé de demander à la gérante, une femme âgée qui était toujours à la fenêtre, observant les mouvements de l'immeuble comme un faucon. « Savez-vous qui habite dans l'appartement à côté du mien ? Les bruits de la nuit me rendent fou, dis-je, avec un sourire forcé, essayant de maintenir un ton décontracté. Elle m'a regardé avec une expression dure et a simplement dit « Laisse tomber, mon garçon. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez savoir. » Et il ferma la fenêtre. Cette réponse n'a fait qu'attiser ma curiosité. J'ai commencé à demander à d'autres voisins, mais ils semblaient tous esquiver le sujet. C'était comme s'il y avait un pacte de silence sur cet appartement. Cela m'a profondément dérangé. Cela n'avait pas de sens que personne ne veuille parler de quelque chose d'aussi simple. C'est alors que, lors d'une nuit d'orage particulièrement violente, les bruits provenant de l'appartement voisin sont devenus insupportables. Il y avait un battement plus fort, comme si quelque chose ou quelqu'un était piégé, essayant désespérément de sortir. Ma tête martelait, mon corps se crispait, et j'ai décidé que je découvrirais une fois pour toutes ce qui se passait là-bas. En fouillant dans les archives de la mairie, j'ai découvert que l'appartement appartenait à une dame âgée, Madame Dubois, qui, semble-t-il, n'avait pas été vue depuis des mois. Plus je cherchais des informations, plus cela devenait troublant. Ils ont dit qu'elle était excentrique, qu'elle pratiquait des rituels étranges, qu'elle avait des objets ésotériques dans l'appartement et que sa santé mentale s'était détériorée ces dernières années. Les lettres que j'ai trouvées, échangées entre elle et un parent éloigné,
était pleine de phrases décousues et de symbologies étranges. Apparemment, Madame Dubois croyait qu'elle était hantée par quelque chose ou quelqu'un. Et bien que les lettres soient de plus en plus délirantes, il y avait une cohérence troublante dans les descriptions des sons et des choses qu'elle disait avoir vues sur les murs de son appartement. Tout était là, juste devant moi, mais je ne savais toujours pas quoi faire de cette information. Tout cela semblait fou, hors de toute logique. Mais ensuite, lors d'une de ces nuits, les bruits sont redevenus insupportables. Et cette fois, je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. C'était comme si quelque chose exigeait mon attention, me forçant à faire quelque chose à ce sujet. J'ai utilisé une clé que j'ai trouvée cachée dans le sous-sol, ainsi que de vieux objets de Madame Dubois. Je suis entré dans l'appartement. L'air à l'intérieur était lourd. Une odeur âcre de moisissure et de pourriture semblait avoir imprégné chaque mur, chaque meuble. Tout était couvert de poussière et de toiles d'araignée, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis longtemps. Mais le plus troublant étaient les marques récentes sur le sol et les murs. Il y avait des traînées, des empreintes digitales dans la poussière, comme si quelqu'un ou quelque chose était venu y aller récemment. Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce qui se passait dans cet appartement? J'ai commencé à fouiller dans tous les coins jusqu'à ce que je trouve, derrière un vieux placard, un compartiment secret dans le mur. Il était étroit, presque imperceptible, et j'ai dû me forcer à l'ouvrir. Quand je l'ai finalement eu, ce que j'ai vu m'a fait tourner l'estomac. À l'intérieur, il y avait des os. De petits fragments, comme si des parties du corps de quelqu'un y avaient été cachées. À côté des ossements, il y avait des amulettes, des bougies et une lettre manuscrite d'une écriture presque illisible. La lettre parlait d'un rituel de libération et mentionnait quelque chose sur l'esprit de la femme coincée dans les murs. Soudain, l'air de l'appartement est devenu plus froid, presque suffocant. J'ai senti une présence, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui était là. L'appartement a commencé à changer, comme si les murs se refermaient autour de moi. Chaque partie de mon corps me disait de courir, mais je ne pouvais pas bouger. C'était comme si l'énergie du lieu me retenait. C'est alors que j'ai réalisé, les sons, les beats, tout ce que j'écoutais depuis des semaines. Ce n'était pas seulement le vieux bâtiment grinçant, c'était quelque chose de plus. Quelque chose qui essayait de sortir. L'esprit de Madame Dubois, ou ce qu'il en restait, était toujours là, emprisonné, réclamant la liberté. Mais en même temps, je savais qu'elle ne voulait pas seulement se libérer, elle voulait emmener quelqu'un avec elle. J'étais terrifié, mais la lettre mentionnait un rituel de libération. Dans un acte désespéré, j'ai allumé l'une des bougies et j'ai commencé à murmurer les mots écrits sur la lettre. L'air s'est densifié, les bruits autour de moi se sont multipliés, comme si tout est sur le point de s'effondrer. Puis, soudain, tout s'est arrêté. Le silence tomba comme une pierre. La présence s'est dissipée, mais elle a laissé quelque chose en moi. J'ai quitté cet appartement aussi vite que j'ai pu. J'ai déménagé de Lyon le lendemain, sans parler à personne. Depuis, je n'ai plus jamais abordé le sujet. Le traumatisme de ce lieu me hante encore aujourd'hui, et même loin, je ressens encore de temps en temps le froid des murs de cet appartement. Comme si, d'une manière ou d'une autre, cette présence ne m'avait jamais quitté. J'avais 35 ans, une vie stable mais trop routinière. Je m'appelle Jonas et j'ai enseigné l'histoire dans un lycée à Hambourg, la même école depuis près de 10 ans. J'ai toujours admiré le rythme de l'histoire, les changements et les révolutions qui ont transformé le monde au fil des siècles. Mais dans ma vie, rien n'a jamais changé. Je me réveillais à 6 heures, je buvais un café qui avait toujours le même goût. Je prenais le métro bondé et je donnais mes cours. À la fin de la journée, je retournais dans mon modeste appartement au 3e étage d'un immeuble trop calme. Pour une personne qui a toujours étudié les grands changements de l'humanité, ma propre vie semblait statique. La monotonie n'a été rompue que par mes voisins, Clara et Peter. Un jeune couple d'une trentaine d'années, plein d'énergie et semble-t-il amoureux. Je les voyais toujours sortir ensemble, rire de quelque chose, partager une vie qui semblait appartenir à une autre réalité, une réalité où la routine n'était pas une prison.
Il représentait ce que j'avais toujours voulu, une vie pleine de buts, d'excitation et de cette étincelle que je n'avais jamais eue. Cependant, quelque chose a changé il y a quelques semaines. J'ai commencé à entendre des bruits étranges tout au long de la nuit, des cris étouffés, comme si quelqu'un essayait de se contenir ou d'être retenu. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, peut-être un bruit lointain provenant d'un autre appartement. Mais les nuits passaient, et les cris continuaient, provenant toujours du même endroit, le sous-sol du couple à côté. Ce qui a commencé comme de la curiosité s'est rapidement transformé en obsession. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'étais pas sûr de ce que cela pouvait être. Les quelques fois où j'ai interagi avec Clara et Peter, ils semblaient trop parfaits, comme s'ils cachaient quelque chose derrière des sourires répétés au millimètre près. J'ai décidé que je devais m'approcher, observer de plus près. J'ai commencé à entamer de petites conversations dans le couloir, des salutations plus longues, des questions informelles. Bientôt, Clara m'a invité à dîner avec eux. J'ai pensé que c'était peut-être ma chance de découvrir ce qui se passait là-bas. Au dîner, tout semblait normal, même un peu artificiel. Clara et Peter parlaient de voyages et de projets futurs avec une légèreté qui me dérangeait. Mais au cours de quelques échanges de regards, quelque chose a attiré mon attention. Une tension subtile, un silence troublant dans les pauses entre une histoire et une autre. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais toujours pas quoi. C'est par une nuit pluvieuse, alors qu'ils sont partis tous les deux pour ce qui semblait être un autre week-end, que j'ai décidé d'agir. Avec mon cœur qui battait la chamade et le sentiment croissant que cela pourrait être la plus grande erreur de ma vie, j'ai enfoncé la porte du sous-sol. Le sentiment d'envahir cet espace, ce territoire interdit, était indescriptible. L'adrénaline était mélangée à la peur et à l'excitation de l'inconnu. Ce que j'y ai trouvé m'a laissé sans voix. L'endroit était beaucoup plus organisé que je ne l'imaginais. Il ne s'agissait pas d'un simple sous-sol de stockage. Des tables en acier inoxydable, des instruments médicaux, des flacons en verre contenant des substances que je n'arrivais pas à identifier. Il y avait des dossiers de personnes, des comptes rendus détaillés d'expériences impliquant des chirurgies et des procédures invasives, des notes méticuleuses sur les effets sur différents corps. Des photos, beaucoup de photos, de personnes qui ne faisaient pas partie d'un cercle social ordinaire. Et le plus choquant, un fauteuil chirurgical au centre, taché de quelque chose qui ressemblait à du sang séché. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous moi. Clara et Peter étaient impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Ils n'étaient pas seulement des voisins ordinaires avec une vie parfaite. Ils étaient, d'une certaine manière, liés à des expériences médicales illégales. Et selon toutes les indications, ils étaient bons dans ce domaine. Assez bons pour tout cacher si soigneusement. Je suis sorti de là aussi vite que j'ai pu, tremblant, incapable de penser clairement. Sur le chemin du retour à mon appartement, je pouvais à peine respirer. Que ferais-je de ces informations? Le signaler à la police? Mais il n'y avait pas de preuves claires, et qui me croirait? J'ai décidé de les affronter. C'était une décision stupide et impulsive, mais mon esprit ne fonctionnait pas correctement. Quand Clara et Peter sont revenus ce soir-là, j'ai frappé à leur porte. La conversation fut rapide, tendue. J'ai demandé directement ce que j'avais vu. Peter a souri d'un sourire froid, et Clara m'a regardé avec dédain. Ils ont tout nié comme si c'était de la folie de ma part. Tu dois imaginer des choses, Jonas. Peut-être que je travaille trop dur. Je suis rentré chez moi, mais je n'arrivais pas à dormir. Leurs mots ont résonné dans mon esprit, ainsi que le sourire glacial de Peter. Et c'est là que c'est arrivé. Au milieu de la nuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. Avant que je puisse réagir, ma porte a été défoncée. Peter et Clara sont entrés dans mon appartement comme si c'était le leur, m'ont immobilisé avec une efficacité effrayante. J'ai ressenti une douleur aiguë dans mes côtes lorsque Peter a marmonné quelque chose dans mon oreille. Tu aurais dû laisser tomber. Ils ne sont pas restés longtemps. Clara a été directe. Vous oublierez ce que vous avez vu. Nous avons des amis dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a pas d'endroit sûr où tu peux te cacher. Ils sont partis, me laissant ensanglanté et hébété sur le sol du salon.
Le sentiment d'impuissance était écrasant. Je savais qu'ils avaient raison. Qui me croirait? Un professeur d'histoire solitaire contre un couple apparemment parfait, avec des contacts qui pourraient tout balayer sous le tapis. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai quitté Hambourg. Je n'en ai parlé à personne, il n'y avait personne à qui le dire. Mais le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. À chaque nouvelle ville que j'essayais d'établir, il y avait toujours quelque chose. Une enveloppe anonyme avec des photos de moi marchant dans la rue, des messages provenant de numéros inconnus qui ne contenaient rien d'autre qu'un simple « Souvenez-vous de ce que nous avons dit ». Il y en avait partout, du moins c'est ce que je croyais. Je ne me suis plus jamais senti en sécurité. Ma vie est devenue une évasion constante. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de courir, mais je suis sûr d'une chose. L'histoire que Clara et Peter construisent, une vie de perfection et de normalité, n'est que la surface de quelque chose de beaucoup plus pourri et sombre. Je vivais dans la maison de ville depuis près de 2 ans, une résidence tranquille typique de Montréal. Le quartier était calme, le genre d'endroit où les gens se saluaient mais ne posaient pas de questions. Pour moi, qui travaillais à domicile en tant que graphiste, c'était parfait. Le silence, l'intimité, juste ce dont j'avais besoin pour créer et garder ma santé mentale intacte. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon voisin Pierre vivait à côté avant mon arrivée. Il était sourd-muet, ce que j'ai appris de la dame qui habitait au bout de la rue. Je n'ai jamais beaucoup interagi avec lui, sauf pour le saluer ou lui sourire poliment lorsque nous nous croisions dans le jardin. Il semblait seul, mais il ne m'a jamais causé de problème jusqu'à ce que ces nuits commencent. La première fois que j'ai entendu le son, j'étais allongé dans mon lit, presque endormi. C'était un bruit étouffé, comme si quelque chose était traîné sur le sol. Mon esprit s'accrochait à la rationalité. C'était une ville. Il y avait toujours le bruit d'une voiture au loin, peut-être quelqu'un qui fouillait dans les ordures. J'ai décidé de ne plus y penser. Mais les nuits suivantes rendirent l'ignorance impossible. Le son est revenu, toujours au milieu de la nuit, toujours le même. Traîné de quelque chose de lourd, suivi d'une légère secousse des outils. Ça ne sonnait pas comme un bruit mécanique, comme une machine. C'était plus organique, sale. Mes nerfs ont commencé à lâcher. Je savais que Pierre était sourd, alors pourquoi ces bruits provenaient-ils toujours de son jardin? Un matin, je n'ai pas pu me contenir. J'ai enfilé un manteau, je suis descendu à la fenêtre du salon et j'ai regardé dehors. La rue était déserte, éclairée seulement par les faibles lampadaires, mais dans le jardin de Pierre, ce que j'ai vu m'a glacé la colonne vertébrale. Il était là, dans le noir, en train de creuser frénétiquement un trou. Ses mains se déplaçaient rapidement, sales de terre, et à côté de lui se trouvait un grand sac lourd. Le genre de sac qu'il ne faut pas bouger à cette heure de la nuit. J'ai regardé en silence, incapable de comprendre ce qui se passait. Les jours qui ont suivi ont été tendus. J'essayais de me concentrer sur le travail, mais mon esprit était toujours dans la cour d'à côté. Le jour, Pierre était le même homme discret, s'occupant du jardin apparemment inoffensif. Mais la nuit, quelque chose a changé. Les fouilles se sont poursuivies, toujours les sacs, toujours le bruit de quelque chose qui est enterré. C'était troublant et j'ai commencé à avoir peur. Mais comment faire face à quelqu'un qui n'entend pas vos questions, qui ne peut pas répondre aux accusations? J'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai essayé de lui parler un jour, en lui apportant une tasse de café et en inventant une excuse banale sur le jardinage. Il s'est contenté de sourire, secouant la tête, ne comprenant manifestement pas ma tentative de conversation. Il m'a fait signe du jardin comme s'il était fier, et je me suis forcé à sourire. Il était doué avec les plantes, c'était indéniable. Mais était-ce tout? C'est alors que j'ai commencé à chercher des informations sur lui. Il n'y avait pas grand-chose, pas d'histoire pertinente, pas de casier judiciaire, juste un homme seul qui vivait tranquillement. La seule chose étrange était qu'il ne semblait pas avoir de travail ni de visiteurs. Comment subvenait-il à ses besoins? Mon malaise n'a fait qu'augmenter et les nuits blanches sont devenues une routine. J'étais obsédé par les sons, les fouilles, les sacs. Par une nuit particulièrement froide, j'ai décidé de m'approcher.
J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin quand j'ai su qu'il serait dans le jardin. Je suis parti tranquillement, pieds nus, me dirigeant lentement vers le mur qui séparait nos cours. L'odeur a été la première chose qui m'a frappé. C'était fort, putride, le genre d'odeur qu'on n'oublie pas. J'avais la nausée, mais j'ai continué. En regardant par-dessus le mur, j'y ai revu Pierre, mais cette fois-ci, il y avait autre chose. Un trou fraîchement creusé avec des restes en vue. Quelque chose qui ne ressemblait certainement pas à de la terre. La peur m'a envahi avec une force brutale. Je suis rentré en courant et les mains tremblantes, j'ai appelé la police. J'ai rapporté ce que j'ai vu, l'odeur, les activités nocturnes. Ils sont arrivés rapidement. 2 véhicules se sont arrêtés devant la maison, les feux clignotants. Pierre part calmement à la rencontre des officiers qui le confrontent au sujet des fouilles. J'ai regardé par la fenêtre, un sentiment d'effroi grandissant dans ma poitrine. Il savait ce qui allait arriver, ou il croyait le savoir. Après avoir parlé pendant quelques minutes, les agents ont inspecté la cour. L'un des officiers s'agenouilla près des trous. J'espérais qu'on découvrirait quelque chose d'horrible, quelque chose qui expliquerait enfin l'horreur que je ressentais depuis des semaines. Mais quand le policier s'est levé, j'ai entendu Pierre gesticuler frénétiquement. Il a affirmé que les corps dans la cour arrière étaient des animaux morts. Les chats, a-t-il expliqué dans des pancartes, enterraient les corps des animaux qu'ils trouvaient dans la rue. Une pratique courante, a-t-il dit, pour garder le quartier propre. Et l'odeur ? Les agents n'ont trouvé que des restes de petits animaux. Ils sont partis et je suis resté, seul, terrifié. Maintenant, je connaissais la vérité, mais personne ne me croyait. Pour eux, j'étais juste un voisin hystérique, réagissant de manière excessive à cause de quelques chats morts. Mais je le savais. Ils savaient que ces trous ne cachaient pas que des animaux. Je savais que quelque chose de beaucoup plus sombre était enfoui là, juste sous mon nez. Pierre est retourné à sa routine comme si de rien n'était, mais pour moi, tout avait changé. Je ne dormais plus. Il passait ses nuits à veiller, à attendre le prochain bruit, la prochaine fouille, le prochain sac. Chaque jour qui passait, je sentais que j'étais plus proche d'une terrible vérité. J'ai commencé à éviter de quitter la maison, seulement si nécessaire. Et même alors, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine chaque fois que je voyais Pierre de l'autre côté du mur. Je vivais dans un état d'alerte constant, sachant que le tueur était là, à quelques mètres de moi, et que personne ne ferait quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, ma maison, mon refuge, était devenue une prison. J'étais prisonnière de la peur, vivant à côté d'un homme qui souriait le jour et creusait la nuit. Et même si personne ne me croyait, je savais qu'il attendait juste le bon moment pour enterrer quelque chose de plus grand. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que cette lumière est apparue pour la première fois. C'était une de ces nuits d'automne où le ciel de Tokyo semblait refléter la luminosité incessante de la ville. Mais dans l'appartement d'à côté, la lumière ne s'éteignait jamais. Au début, j'ai pensé que c'était juste une ampoule oubliée, un résident qui s'est endormi ou est allé travailler sans s'éteindre. Mais au fil des semaines, et que je me suis retrouvé, une fois de plus, assise sur le canapé, les rideaux entr'ouverts, je me suis rendu compte que cette lumière n'était pas ordinaire. Il faisait froid, constant, sans cligner des yeux. Et la maison d'à côté, silencieux. Il n'y avait pas de voix, pas de bruit de pas, pas même le bourdonnement des appareils électroniques. Je m'appelle Kenji. J'ai 40 ans et je travaille dans une usine d'électronique dans le district de Minato. Ou plutôt, il a travaillé, parce qu'après cette lumière, eh bien, je ne travaille plus. Mais tout a commencé bien avant la panne d'électricité, avant que ma santé mentale ne se perde dans un cycle de paranoïa et de solitude. Pendant des années, ma vie a été une répétition sans fin. Me réveiller, travailler, rentrer à la maison. Mes interactions sociales étaient minimales, limitées à mes collègues et aux rares fois où je m'aventurais à parler à la femme au dépanneur. Peut-être était-ce la monotonie de ma vie qui m'a fait me concentrer autant sur cette lumière. J'avais besoin de quelque chose pour me distraire, quelque chose pour combler le vide grandissant en moi. Et cette lumière semblait crier pour attirer mon attention. J'ai commencé à passer des heures à regarder par la fenêtre,
à regarder l'appartement d'à côté. Il n'y avait pas de mouvement, personne n'est entré ni sorti. J'ai discrètement demandé aux voisins ce qu'il en était de la maison, mais personne ne semblait savoir qui vivait là. Peut-être qu'il a bougé, ont-ils dit, ou peut-être qu'il n'a jamais été là. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Comment quelqu'un pourrait-il vivre avec une lumière allumée tout le temps? Comment personne ne pourrait-il s'en soucier? Les semaines sont devenues un flou de nuit blanche. J'ai senti la lumière comme un poids dans mon esprit. Même avec les rideaux tirés, je savais qu'elle était là, rayonnant d'une présence presque maléfique. Et là, j'ai commencé à sentir comme s'il était observé. Un frisson constant me parcourait l'échine quand j'étais à la maison. Le sentiment était plus fort quand je regardais la lumière, comme si quelque chose ou quelqu'un était là, me regardant en retour. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. Je suis allé dans l'immeuble voisin, j'ai sonné. Pas de réponse. J'ai regardé par la fente de la porte, mais elle était verrouillée. J'ai frappé encore et encore, jusqu'à ce qu'un des voisins me regarde avec méfiance, comme si j'étais l'étranger. Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne m'a jamais quitté. C'est alors que la panne d'électricité a frappé Tokyo. Par une nuit chaude et humide, les rues étaient plongées dans l'obscurité. Sans électricité, les bâtiments ressemblaient à des fantômes géants, et la ville normalement dynamique est devenue agitée. J'ai regardé par la fenêtre, espérant enfin voir l'obscurité dans l'appartement d'à côté. Mais à ma grande surprise et à ma grande horreur, la lumière était toujours allumée, inébranlable, impossible. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Avec la ville plongée dans l'obscurité, personne ne remarquerait si j'entrais dans l'appartement. J'ai attrapé une lampe de poche et le cœur battant, je me suis approché de la porte du voisin. Cette fois, la porte était entr'ouverte. Le silence à l'intérieur de l'appartement était oppressant. L'air lourd, avec une odeur que je ne pouvais pas identifier, mais qui me donnait la nausée. Entrez. La lumière, provenant d'une petite lampe au plafond, éclairait l'environnement d'une manière non naturelle. Les ombres ne semblaient pas bouger à mesure que je m'approchais, comme si la lumière figeait le temps. L'appartement était couvert de poussière, comme si personne n'y était allé depuis des mois. Au centre de la pièce, un corps. Un homme allongé sur le sol, sans aucun signe de vie. Son visage était pâle, ses yeux s'ouvraient dans une expression de terreur. L'odeur, maintenant plus forte, indiquait qu'il était là depuis longtemps, mais ce qui me dérangeait n'était pas le corps, mais la lumière. Elle brillait directement sur lui, pulsant presque imperceptiblement. Mon esprit a paniqué. J'essayais de sortir, mais la porte qui était entr'ouverte semblait maintenant fermée. L'appartement a commencé à se transformer. Les murs semblaient se refermer autour de moi. L'air devenait suffocant et la foutue lumière devenait de plus en plus brillante, comme si elle était vivante, comme si elle m'absorbait. Je suis tombé à genoux, me sentant faible. La lumière semblait consumer ma vision, mon esprit. Et puis, les visions ont commencé. Des images de mon passé, des souvenirs que j'avais enfouis il y a longtemps, sont remontés à la surface. Mon enfance solitaire, les abus, le sentiment d'abandon, chaque traumatisme, chaque douleur, revécu avec une clarté écrasante. La lumière brillait de plus en plus, devenant une entité à part entière, me forçant à affronter tout ce que j'avais essayé d'oublier. J'ai crié, mais le son n'est pas sorti. J'ai couru, mais mes pieds ne bougeaient pas. Il était en prison. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Tout est devenu flou. Je me souviens juste d'avoir couru dans le couloir, trébuchant dans l'ombre, jusqu'à ce que je tombe enfin dehors. L'air frais de la nuit me frappa comme un coup de poing et je respirais désespérément. Quand j'ai regardé en arrière, l'appartement était sombre. La lumière avait disparu, ainsi que le cadavre. Je voulais croire que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais la marque de cette expérience ne m'a jamais quitté. Depuis, j'ai évité toute forme de lumière. Je vis dans l'obscurité constante, coupé du monde. J'ai quitté mon boulot, je ne parle plus à personne. Les nuits sont les pires. Chaque petit rayon de lumière qui entre par la fenêtre fait battre mon cœur, me rappelant ce que j'ai vu cette nuit-là. Je sens que quelque chose me suit, une ombre que je ne peux jamais voir complètement, mais qui est toujours là, tapie. Le surnaturel m'a marqué, j'en suis sûr. Et maintenant,
Je vis comme un fantôme dans l'obscurité, attendant le moment où la lumière reviendra pour me consumer complètement. La vie, comme je l'ai appris, n'est pas une suite logique d'événements avec des solutions claires et des fins heureuses. C'est un chaos continu, et parfois, le monstre que vous craignez n'est pas devant votre porte, mais est déjà à l'intérieur, en train de regarder. Je m'appelle Sarah, et jusqu'à récemment, je croyais que je pouvais contrôler les dommages que la vie m'infligeait. Un divorce est douloureux, mais il ne doit pas détruire votre essence. Du moins, c'est ce que je me suis dit en essayant de reconstruire ma vie. Ma fille, Émilie, âgée de 6 ans, était ma priorité. La maison que nous avons louée dans la banlieue californienne était modeste, parfaite pour un nouveau départ. Le quartier était calme, silencieux, comme si le temps y passait plus lentement. Mais c'est peut-être ce qui m'a dérangé. Les fenêtres semblaient toujours refléter plus que le monde extérieur. Il y avait quelque chose d'oppressant dans ce silence, mais je l'ai ignoré. J'ai dû m'adapter. La maison d'à côté était inoccupée. Personne ne la mentionnait, et le seul signe de son existence était une boîte aux lettres avec un nom délavé que je n'ai jamais pu lire entièrement. Parfois, en arrosant les plantes dans la cour, je croyais voir des ombres se déplacer derrière les rideaux, mais on me disait toujours que c'était le reflet du soleil ou mon propre esprit qui me jouait des tours. Les premières semaines ont été normales. J'ai organisé ma routine, déposé Émilie à l'école et essayé de trouver un peu de paix dans la solitude. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à se produire. Des objets dans ma maison, que j'étais sûr d'avoir laissés d'une certaine manière, sont apparus à différents endroits. Rien de grand, juste une chaise qui a un peu bougé, une fenêtre que je savais fermer, mais qui s'est soudainement ouverte. Des choses faciles à expliquer, peut-être le résultat de la fatigue. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le premier trou. Un petit point sur le mur du couloir qui séparait le salon de la chambre d'Émilie. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une imperfection dans le plâtre, mais en m'approchant, il m'a semblé délibéré, comme si quelqu'un y avait foré soigneusement, créant une ouverture de la bonne taille pour observer sans se faire remarquer. Je me sentais ridicule de penser cela, mais je ne pouvais pas ignorer le frisson dans ma colonne vertébrale que la découverte a causé. Au fil des jours, j'ai remarqué d'autres trous, tout minuscules, discrets, éparpillés dans la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, même dans la chambre d'Émilie. C'était comme si la maison était pleine d'yeux, observant chacun de mes mouvements. J'ai essayé de me convaincre que c'était une pure coïncidence, peut-être des défauts de construction, mais le malaise grandissait. J'ai parlé à quelques voisins, discrètement, en essayant de ne pas paraître paranoïaque. C'est une conversation informelle avec la dame d'à côté, la vieille femme curieuse typique qui savait tout dans le quartier, qui m'a donné le premier indice que quelque chose n'allait pas. Elle a mentionné en passant que la maison voisine avait été occupée par un homme étrange et solitaire, qui a disparu sans laisser de traces. Mais avant de disparaître, la rumeur courait qu'il avait la sinistre habitude d'installer des caméras secrètes pour observer les locataires précédents. La police a même enquêté sur lui, mais n'a jamais rien trouvé de concret. C'était le genre d'histoire que n'importe qui considérerait comme des ragots de quartier. Mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait m'a fait hésiter. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer l'homme toujours à l'intérieur de cette maison, attendant, regardant. Je me suis convaincu que je devais enquêter par moi-même. Puis une nuit, alors que j'endormais Émilie, j'ai vu quelque chose qui a transformé mon malaise en terreur. Dans un coin de la pièce, là où le mur semblait rejoindre le sol, quelque chose brillait faiblement sous la faible lumière de l'abat-jour. Un reflet métallique. Je me suis agenouillé et les mains tremblantes, j'ai enlevé une fine couche de poussière pour révéler un minuscule appareil photo bien caché. Mon cœur s'est presque arrêté. Je ne pouvais pas respirer. Comment quelqu'un aurait-il pu mettre cela là? Il est impossible que je ne l'ai pas remarqué auparavant. Je me suis levé, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres de la maison, la panique m'envahissant. Mais la question qui me trottait à l'esprit était la suivante. Qui me regardait? La réponse est arrivée plus vite que prévu.
J'ai commencé à remarquer des bruits la nuit, des bruits faibles, presque imperceptibles, comme des pas qui résonnent à l'intérieur des murs. Le sentiment d'être observé est devenu insupportable. J'ai attrapé un morceau de bois et dans un élan de désespoir, je me suis écrasé contre le mur, essayant de trouver une trace de celui qui me regardait. C'est alors que je l'ai entendu. Pas un écho, mais le bruit de quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge à l'intérieur des murs. Un souffle. J'ai couru vers l'arrière-cour, essayant de voir si la maison d'à côté montrait des signes d'occupation. C'est alors que j'ai remarqué la fenêtre du grenier ouverte, et pendant une brève seconde, je jure avoir vu une ombre humaine se déplacer à l'intérieur. L'homme n'avait pas quitté la maison, il n'y était jamais allé. Il vivait à l'intérieur des murs, veillant sur nous. J'ai décidé d'agir. J'ai emmené Émilie chez un ami, et quand je suis revenu, je suis allé chez le voisin, déterminé à le confronter. La porte était déverrouillée, comme si elle m'attendait. En entrant, j'ai été accueilli par une odeur d'humidité et de moisie, l'air lourd et suffocant. La maison ressemblait à un mausolée, avec des meubles couverts de poussière, comme si personne n'avait touché à quoi que ce soit depuis des années. Mais les couloirs étaient étroits, tortueux, et c'est là que j'ai trouvé les passages. Entre les murs se cachaient des couloirs, assez larges pour qu'un homme puisse s'y faufiler et observer chaque pièce de ma maison. Les petits trous s'alignaient parfaitement avec les trous que j'avais trouvés. Il était là, tout le temps, à guetter chaque mouvement, chaque conversation, chaque moment privé. Mais il n'était plus là. L'espace était vide, à l'exception de traces de sa présence. Des restes de nourriture, un lit de fortune, un appareil photo. Mon estomac s'est retourné. Il avait été si proche de nous, et nous ne nous en rendons même pas compte. Je n'ai pas attendu pour en savoir plus. Je suis sorti en courant, j'ai pris Émilie et je ne suis jamais revenu. Nous avons eu un nouvel endroit, loin de ce quartier. Mais même avec la distance, le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. Maintenant, dans chaque reflet d'une fenêtre, dans chaque coin d'une pièce, dans chaque espace entre les murs, je vois quelque chose ou quelqu'un qui regarde. Je ne sais pas si je suis paranoïaque ou s'il est toujours là, quelque part, à me regarder à nouveau. Mais la vérité, c'est que je ne me sentirai plus jamais en sécurité, ni chez moi, ni en public. Il a détruit ma confiance, et maintenant, peu importe où j'irai, je serai toujours à l'affût de voir cette paire d'yeux invisibles qui me suivent.